Merci beaucoup Anne-Sophie. Ça me fait grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Et comme Anne-Sophie l'a dit, le français n'est pas ma langue maternelle, donc je m'excuse dès le début. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans les prochaines 20 minutes d'un nouveau 4P qui peut expliquer la réussite des petites marques, des startups qui réussissent et comment nous pouvons en tirer parti. Je n'ai pas eu de carrière, disons, classique. J'ai pu travailler pour de très grands groupes alimentaires, pour des petites marques, pour des PME. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, je travaille beaucoup avec des accélérateurs et des incubateurs. Mais de plus en plus important, surtout pour aujourd'hui, c'est j'ai pu travailler pour des marques dites insurgentes. J'ai eu l'occasion d'en lancer une ici en France, Gu Chocolat. Et ça veut dire quoi une marque insurgente? Donc je tire ce terme du cabinet de conseil Bain & Company. Et une marque insurgente dessine une marque qui casse toutes les codes de croissance de sa catégorie. Et je rajoute aussi qu'elle est tellement transformationnelle, cette croissance, qu'elle transforme non seulement l'entreprise elle-même, mais aussi le champ de jeu où elle se retrouve. Et ce que j'ai observé pendant les 20 dernières années de travailler avec des marques alimentaires, c'est que tout au long du trajet de vie de la marque, sur le trajectoire de croissance, les équipes font face aux mêmes défis et aussi ils se posent les mêmes questions. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que les marques insurgentes ont des approches très différentes quand ils font face à ces défis par rapport aux marques qui ont peut-être des croissances un peu plus modestes. Mais commençons au début. Quelles sont les raisons qu'on évoque habituellement pour expliquer le succès des marques agroalimentaires ou des startups agroalimentaires? Souvent, on l'explique par leur originalité, leur authenticité, le fait qu'ils sont attirants pour les millennials ou, bien sûr, le brand purpose, comme on dit chez nous, ou le brand purpose, comme vous dites ici. Et pour nous, le purpose, c'est le dauphin. Donc, je vais dire brand purpose pendant 20 minutes. Donc, si jamais vous ne comprenez pas, c'est ça que ça veut dire. Donc, et c'est vrai que ces éléments-là sont très, très importants. Et de plus en plus. Mais elles expliquent que le rôle de la marque dans la croissance de l'entreprise. Et comme on le sait tous, réussir dans le business de l'agroalimentaire ne se limite pas à une belle proposition de marque. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Mais, heureusement, on peut catégoriser un nouveau 4P qui peut expliquer la croissance transformationnelle des marques insurgentes. Donc, quels sont ces 4 nouveaux P? On a le positionnement ou où ils se positionnent par rapport à une catégorie. Leurs promesses de marque, leur pourquoi et leurs promesses de produit, leur quoi. On a leur people, la façon dans laquelle ils font people et leur culture d'entreprise. Et on a leur processus, leur comment, leur manière de raisonner et leur manière d'exécuter. Donc on va commencer avec le où, leur positionnement. Souvent, des marques insurgentes ont trouvé un positionnement Blue Ocean. Et un positionnement Blue Ocean, c'est quand on arrive à répondre à un besoin consommateur sans être près des autres concurrents, donc en étant très éloigné des autres concurrents. Un Blue Ocean qui est bien joué aboutit à la création de nouveaux segments ou même une nouvelle catégorie. Prenons des anciens exemples de Gu Chocolat en Angleterre dans les années 2000 où le rayon des yaourts, c'était que des rayons des yaourts. Il n'y avait pas de dessert de tout, surtout pas de pâtisserie. Ou même les smoothies Innocent ici en France. C'était qu'un rayon jus à l'époque. Et puis c'est Innocent qui a créé un Blue Ocean de smoothies et pendant un certain temps, il n'y avait personne sauf Innocent. De plus en plus, notre Blue Ocean se trouve ou se fait par le biais d'un nouveau canal de distribution. C'est le cas de Huel. Je ne sais pas si vous connaissez Huel. Je pense que vous avez un équivalent ici en France qui s'appelle Feed. Mais Huel, c'est une société anglaise qui offre une poudre complète au niveau nutritionnel, ou sur le plan nutritionnel, aux jeunes millennials
qui s'y connaissent sur le plan nutritionnel, mais qui ne veulent pas faire du shopping et chopping, on dit. C'est une belle phrase en anglais. Ils ne veulent pas faire du shopping et chopping. Ils préfèrent garder leur temps et leur argent pour leurs loisirs qui leur sont très importants. Et donc, Huel, dans son 5e année, cette année, va faire un chiffre d'affaires en 2019 de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars dans son année 5. Et comment il a fait ça? Mais uniquement par le biais de son nouveau canal de distribution pour les repas, qui est le online subscriptions, donc des souscriptions online. Il faut aussi ici mentionner une marque qui est très intéressante en ce moment. Donc c'est une marque irlandaise. Je suis irlandaise, je connais cette marque, elle est très belle, il faut regarder. Et elle s'appelle Strong Roots. Et la semaine dernière, c'est Deloitte qui l'a nommée la marque agroalimentaire avec le plus haut taux de croissance au UK. Et Strong Roots, c'est une marque de surgelés, vegan, mais très moderne. C'est des choses qu'on trouverait dans un resto. Mais pour les familles qui veulent qui sont des flexitarians, mais qui ont besoin d'avoir quelque chose dans le congélo, au cas où il n'y a rien dans le frigo, ça leur est parfait. Et donc, Strong Roots, ils ont compris à tel point que s'éloigner de la concurrence est importante, qu'ils ont créé leur Blue Ocean, même avec une manifestation physique. Donc, ils ont fait une manifestation physique de leur Blue Ocean, en s'achetant ses propres congélateurs et en les plaçant dehors du rayon surgelé. Donc, vous imaginez, est-ce qu'on a le droit de demander à notre acheteur surgelé si on peut mettre nos propres congélos ailleurs? Non, mais ils ont demandé, il a dit oui, et là maintenant c'est la marque avec le plus haut taux de croissance en Angleterre, au UK. Finalement, juste sur les Blue Ocean, souvent les Blue Ocean, les marques insurgentes qui trouvent des Blue Ocean, ils ont pour résultat de donner l'accès à une niche au marché de masse. Mais je pense que ça se voit avec tous les exemples ici, parce qu'en fait, ils donnent une solution aux mass markets qui ne leur a pas été accessible auparavant. Donc ça, c'est notre première P. Deuxième P, c'est la promesse de marque et promesse produit. Donc promesse de marque, je ne vais pas vous parler de qu'est-ce que ça veut dire ou l'importance du brand story ou du brand purpose, parce que je pense que vous comprenez déjà, et Lydie a super bien fait avec son définition. Mais j'aimerais juste rajouter une chose au discours, et c'est-à-dire qu'il faut que le brand purpose et le brand story soient réellement réels, si on peut dire ça en français. Il ne faut pas que ça soit inventé dans une salle de réunion quelque part ou dans une agence de créa, parce que les consommateurs de nos jours, ils vont voir à travers cela. Il y a plusieurs études qui montrent que les consommateurs jugent plus authentiques, plus responsables et plus attirantes les marques qui sortent des petites marques et pas les grands groupes, malheureusement. Mais il faut prendre ça en compte. Et quand c'est réel, comme Ham dit, je ne sais pas si vous connaissez Chobani. Quelqu'un connaît Chobani? Oui? Chobani, donc, c'est le plus grand success story du yaourt aux États-Unis. Quand j'ai rejoint Chobani en 2010, c'était leur année 5. Et ils faisaient déjà un chiffre d'affaires aux États-Unis de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars en 5 ans. Okay? Ils ont amené le part de marché du yaourt grec de 4% des marchés des yaourts aux États-Unis à 46% en 5 ans, sans avoir passé une pub à la télé. Et c'est parce qu'ils avaient un tas de consommateurs passionnés, des consommateurs. Et Hamdi, le fondateur qu'on voit là sur son YouTube vidéo, je vous invite à aller trouver son YouTube vidéo. Si vous tapez Chobani Founder Video sur YouTube, c'est très passionnant ce vidéo. Mais lui, il dit, quand c'est réel, il ne faut rien dire. Le consommateur va savoir. Et je pense que quand on est une petite marque insurgente, on n'a pas beaucoup de ressources pour le marketing. C'est très important d'avoir quelque chose d'authentique et réel pour que le consommateur puisse être engagé et être un levier très important dans le budget marketing. Puis, il y a la promesse du produit. Donc, ici, c'est une question pour les petites marques insurgentes. Ils ont tout ça en commun, que le fondateur et l'équipe principale ont une passion et une vision pour le produit qu'ils ont en tête, qu'ils veulent lancer
Et c'est le produit que eux ils veulent consommer. C'est pas un produit vraiment qu'ils pensent que le consommateur, oui, bien sûr, ils pensent qu'il y a un groupe de consommateurs qui vont vouloir manger ce produit ou consommer ce produit. Mais c'est vraiment quelque chose que eux ils veulent consommer. Quand on a lancé Gu en Angleterre déjà, tout le monde a dit à James, mon ancien chef, mais non, c'est pas possible, James, on peut pas trouver des ramequins en verre qui vont pas se casser pendant la logistique. Et puis ils ont dit, non mais c'est pas possible James, on va pas trouver un moyen de faire un moelleux au chocolat ou une fondant au chocolat qui garde sa forme pendant les 24 jours de DLC qu'il faut pour livrer les supermarchés. Mais James, il a tenu le coup et pendant 6 mois, il a travaillé que sur ça. Et puis 6 mois plus tard, son produit phare était lancé sans conservatif, j'allais dire préservatif, c'est un faux ami, sans conservatif. Dans un ramequin en verre avec du chocolat belge sans rien dedans et ça gardait sa forme pendant les 18 jours au début et puis on est arrivé à 28 jours. Et donc, ces fondateurs, ils font pas de compromis. Et la deuxième chose à retenir, c'est que en faisant pas de compromis, il y a un effet sur les marges commerciales. Mais parce que les petites entreprises comme ça, ils ont de la patience commerciale, il n'y a pas quelqu'un derrière eux qui dise « mais non, il n'y a pas 35% de marge, non, on ne peut pas le faire ». On dit « non, ok, on va y aller pendant 3 ans, on y croit ». Tout le monde a un plan pour travailler pour. Donc, patience commerciale, c'est aussi une chose très importante pour ces marques. Finalement, on voit qu'avec ces marques insurgentes, la proposition de gamme est très, très simple. On n'essaie pas de faire le tout pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici sait de qui sort cette mission ou cette purpose? J'espérais que non, c'est bien. J'ai fait la découverte de cette marque. Maintenant, vous le connaissez, cette marque? Non? J'ai fait la découverte de cette marque il y a 1 mois et je suis tombée amoureuse. Okay? Et ça m'arrive presque jamais. Parce que même si je travaille beaucoup avec des marques et tout, je suis devenue un peu cynique au cours des années. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse de cette marque. Je ne vous donne pas trop d'infos parce que je vous invite fortement d'aller le découvrir vous-même sur Internet. Regardez surtout leurs vidéos sur YouTube. Juste une chose. Pour moi, cette marque et ce produit incarnent les facteurs clés du brand purpose et du promise product en même temps. Et on peut même voir que la tablette de chocolat est inégalement divisée pour représenter le fait que, selon Tony's Chocolate Only, l'industrie de la chocolaterie et la chaîne de valeur est pas égale. Je trouve ça très belle. Donc, troisièmement, notre people. OK, là, il y a 2 de mes anciens chefs, Hamdi et James. Avant dit qu'Hamdi, c'est de Chobani et James, c'est de Gu. Le fondateur a une vision, ou la fondatrice de ces marques insurgentes, ont une vision très forte. C'est d'habitude, à mon expérience, c'est des gens très magnétiques, très charismatiques, qui ont peut-être pas beaucoup d'expérience dans leur domaine, derrière eux, mais qui ont qui sont très malins au niveau du plan commercial et oui, qui ont une vision qu'ils partagent avec leur équipe. Et ils ont une chose en commun, ces gens aussi, c'est qu'ils comprennent quand est-ce que c'est le bon moment de faire le recrutement pour leur équipe principale, donc c'est-à-dire leur ligne de première commande. Par rapport aux autres marques avec lesquelles je pourrais travailler, peut-être dans des incubateurs, etc., j'ai toujours la question, mais vraiment, est-ce qu'il faut vraiment une équipe marketing? Est-ce qu'il faut vraiment une équipe sales? Et ils sont lents à prendre le bon moment d'y aller avec la ligne de première commande. Tandis que les marques insurgentes, les fondateurs, ils savent quand c'est le bon moment. Et j'appelle cette groupe de gens, la ligne de première commande, les suiveurs alpha ou alpha followers. Pourquoi alpha? Parce qu'ils ont un peu la personnalité alpha. Moi, je suis un alpha follower. Je ne suis pas une entrepreneur du tout, je suis une intrapreneur. Et c'est pour ça que moi, j'étais première ligne de commande pour James, pour Gu, et j'étais DG Gu France. Parce que j'étais prête à suivre James, j'étais prête à être dans la gloire de son lumière et vraiment aller faire des efforts supplémentaires, vraiment des efforts supplémentaires pour avoir mon rôle dans l'histoire de croissance du groupe.
Et ça, c'est très important. Leur relation avec le fondateur est très important pour les gens dans l'entreprise. Et je pense que c'est ça qu'on perd un peu dans les grands groupes, qu'il y a tellement de niveaux entre les gens avec les visions et nous, que c'est difficile des fois de faire des connexions. Finalement, au niveau de la culture, je suis très étonnée quand je parle avec ces marques insurgentes comme Huel ou comme Tony's Chocolonely. La semaine dernière, j'ai parlé avec le Culture Manager. Je suis très étonnée de savoir jusqu'à quel point ils font des initiatives pour déjà comprendre la magie de leur culture, puis de concrétiser la magie de leur culture, et puis de le partager avec l'entreprise qui est en train d'accroître au niveau des équipes. Pendant que je parlais avec le Culture Manager de Tony's Chocolonely la semaine dernière, elle me parlait 10 minutes de toutes les choses qu'elle est en train de faire et j'étais vraiment inspirée. Mais j'avais l'impression d'écouter quelqu'un chez Facebook ou chez Google. C'est sûr que ce n'était pas l'expérience que moi j'avais il y a 15 ans. Finalement, processus. Donc, leur approche et leur exécution. Façon dans laquelle que les petites marques insurgentes, celles qui réussissent, approchent les défis ou les jobs to be done est très différente. Donc, je vais donner des exemples sans lire toute la chose. Chez GU, lancement en France, on est allé voir des fournisseurs de logistique, des prestataires de logistique, et on ne trouvait pas un moyen de livrer toute France A pour B, 5 jours par semaine, à un prix abordable. Donc, si ça vous dit rien, ça m'a aussi dit rien du tout quand le manager de Casino m'avait annoncé ça, qu'il fallait faire ça. Donc, de toute manière, j'ai demandé au prestataire logistique combien ça va coûter. C'est une fortune, surtout avec des petits volumes. Et donc, je pense que pour la plupart de nos concurrents ou pour d'autres intervenants dans l'industrie, le job to be done aurait été défini comme soit avaler le coût, soit oublier l'idée de faire la France nous-mêmes et donner nos produits à un distributeur, ce qu'on ne voulait absolument pas faire. On voulait lancer GU en France nous-mêmes. Ou troisièmement, je sais pas quoi, ok. une troisième choix. Mais pour James, mon chef, c'était pas ça le job to be done. Pour lui, le job to be done, c'était d'aller chercher un concurrent qui livrait dans le même chrono horaire que nous, et les convaincre de prendre nos produits sur leur camion. Donc, on a fait un beau partenariat avec une super entreprise, un grand concurrent, qui a pris nos produits. C'était un grand concurrent, ils avaient aussi des desserts au chocolat, qui a pris nos produits sur leur camion, et ça nous a permis d'élargir notre distribution toute France à un prix abordable. Mais moi, toute seule, j'aurais jamais pensé à ça. Donc, je pense que c'est ce genre de raisonnement et de solutions créatives qui est intéressant. Aussi, on a fait une force de vente mutualisée avec Innocent Smoothies. On l'a appelé Fraises et Chocolat parce qu'on ne voulait pas sous-traiter ça à une agence commerciale parce qu'on savait que nous, on pouvait vendre nos produits mieux que des externes. Et Fraises et Chocolat, ça marchait pendant 2 ans et puis on a pris des trajectoires de croissance différentes, mais c'était bien pendant ces 2 ans-là. Finalement, juste sur l'exécution, une chose qui m'a frappée, parce qu'on sait tous que c'est moins formel, on peut prendre des décisions très vite, etc., dans les petits groupes, les petites marques. Mais une chose qui me frappe, c'est que c'est l'obsession des détails de ces gens. Je pense que j'avais pensé que comme c'est fun et cool et relax, on n'aura pas la même obsession sur le détail. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Ils sont convaincus qu'on construit leur business cup par cup, comme Hamdi de Chobani il dit, ou magasin par magasin, ou tasse par tasse. Et en plus, on change le personnel comme tout le temps. Donc, un jour, on fait la vente, account manager, l'autre jour, on est en marketing, l'autre jour, on est en logistique, et c'est chouette. Tout le monde sait tout faire. Donc, comment est-ce que ces nouveaux 4P peuvent générer de la croissance? Déjà, il ne faut pas oublier le rôle du client dans tout ça, parce qu'on parle souvent du rôle du consommateur. Mais le client, c'est une personne, c'est un être humain aussi. Et lui, il a non seulement des objectifs rationnels, mais aussi des objectifs émotionnels. Et je me demande si pour lui, les petites marques insurgentes n'atteignent pas ces objectifs émotionnels dans le sens où il se demande
Est-ce que j'aime bien passer du temps en réunion, salle de réunion avec cette marque? Est-ce qu'il me fait regarder 80 slides d'analyse catégorie? Ou est-ce qu'il me régale avec des histoires de mon shopper et leurs consommateurs en me donnant plein d'échantillons gratuits? Pas gratuits, à goûter, parce que je sais que gratuit, c'est pas permis. Et je pense qu'ils sont plus prêts à co-investir dans la distribution, dans la croissance pour les petites marques. Et si on rajoute à ça le fait que le consommateur a beaucoup d'influence dans le marketing, on peut imaginer qu'on voit beaucoup d'économies de coûts et de temps dans la croissance des petites marques insurgentes. Donc, comment on peut, nous, tirer parti de tout ça? Donc déjà, première chose, il faut prendre conscience d'où on se situe dans notre entreprise. Est-ce qu'on est dans une Ocean Blue ou une Ocean Rouge? Est-ce que notre promesse est réelle ou artificielle? Est-ce qu'on est dans l'idée, l'esprit du quel est le job to be done, ou est-ce que c'est vraiment les détails du travail formel? Puis, on se demande, est-ce qu'on veut go big, par exemple avec une venture capital structure, où on peut acquérir des actions ou même des petites entreprises, ou est-ce qu'on préfère quelque chose de plus qualitatif, où on peut, par exemple, lancer un programme et collaborer avec des petites entreprises pour vraiment évoluer nos moyens de pensée, de réflexion, et aussi de travailler dans notre entreprise. Je sais que Coca-Cola et Pepsi sont en train de faire des belles choses au niveau des incubateurs ici en France. Finalement, est-ce qu'on peut faire quelque chose de moins cher, nous-mêmes, fait maison? Oui, il y a plein d'initiatives qu'on peut faire, nous-mêmes, que je fais avec mes clients, pour vraiment élargir l'esprit, pour enlever les limites qu'on se donne au niveau de manière de raisonner. Ça peut être, par exemple, l'émission à 20% comme chez Google ou Facebook, ou des échanges d'équipes avec des startups, etc. Donc, mon temps est écoulé. Je vous laisse avec une question, c'est « Et vous, comment allez-vous en tirer parti ?» Et je vous remercie énormément pour votre temps. Je vous invite de venir me retrouver sur LinkedIn, ou dans les semaines qui vont suivre, là, je vais lancer mon podcast pour continuer cette conversation. Mon podcast s'appelle Brand Growth Heroes. Et là, je vais élargir toutes les réflexions et j'espère de vous voir là. Merci beaucoup.